C'est bien. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci aux 2 classes de lycéens d'être ici, c'est cool. Et merci à mes élèves de sup d'être là aussi, ça fait plaisir. Et donc, c'est un séminaire de maths aujourd'hui qu'on va faire ensemble. Donc le but, c'est pas un cours, c'est pas que juste vous appreniez 10 théorèmes à la fin et que vous soyez content. Non, le but c'est que vous posiez plein de questions, que vous m'interrompiez le plus possible, que vous soyez impoli le plus possible, que vous leviez la main, que vous m'appeliez Arthur, si vous voulez d'ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment ça, je veux vous participer, c'est ça l'essentiel. Je vais essayer de vous faire participer, vous poser des questions, mais n'hésitez pas à en poser par vous-même, c'est ça l'essentiel. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de l'infini. Ok. Alors l'infini en mathématiques, il y a plusieurs façons de la rencontrer, le mot, le symbole, les idées, etc. Le premier truc, c'est ce que je vais appeler l'infini des enfants, entre guillemets, pour pas être méprisant avec les enfants. Vous savez, quand on apprend à compter, on est content quand on apprend à compter jusqu'à 20, après on va à l'école, on dit à ses potes « ouais, j'ai compté jusqu'à 100 » et tout, et on se croit toujours de plus en plus stylé. En fait, on se rend compte que en fait, ça ne s'arrête pas, et qu'on peut faire toujours plus 1. Et qu'il n'y a pas vraiment de nombre plus grand que les autres. 1 million, ça a beau être vachement grand, 1 million plus 1, bah, c'est encore plus grand. Bon, et du coup, on a envie de dire que ça va jusqu'à l'infini. En fait, le mot infini, on l'apprend quand on est tout petit. Et ça veut dire ça veut dire un truc qu'en maths, on note souvent par le symbole que vous connaissez tous, qui est une sorte de 8 à l'envers. C'est un 8 à l'envers, en fait. Et bon, ça, c'est l'infini, c'est un peu une sorte de quantité plus grande que toutes les autres. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Il y a déjà eu des exposés qui ont parlé de ça à Maths pour tous, si vous voulez aller les regarder. On va parler d'un infini qui a mis à peu près 2000 ans dans l'histoire des maths à émerger, et les gens ont mis 2000 ans à y penser, donc c'est quand même quelque chose de pas évident. C'était à l'époque, c'était fin 19e, quand on a commencé à construire ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Donc pour nous ce soir, un ensemble, c'est une patate avec des points à l'intérieur. Okay, donc par exemple, vous là, vous êtes là devant moi, vous êtes, je sais pas, 40, 50, j'en sais rien. On peut considérer l'ensemble de vous tous, ça fait une grosse patate, et vous êtes chacun des points. Ok, c'est un ensemble. Une salle. De quoi? On appelle une salle. Si tu veux. On va dire, Antoine, que la patate, c'est la salle, d'accord? Mais tu restes un point. C'est ça qui est important. Donc un ensemble, il n'y a pas besoin de grosses théories très compliquées, c'est juste ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des ensembles finis, du genre vous êtes un ensemble fini, il n'y a pas un nombre infini de gens dans la salle devant moi là, moi inclus. Et on s'est aussi rendu compte qu'on avait des ensembles infinis, du style les nombres premiers, 0, 1, 2, etc. Il n'y a pas un nombre fini, parce que justement, quand on était petit, on a compris ce truc-là, qu'il y avait un nombre infini. Mais un nombre infini, c'est pas cool, quoi. Le matheux, il veut un peu plus de définition, etc. Donc les mecs, ils se sont demandé comment on va définir ça proprement. Et du coup, on va s'intéresser plutôt à ça. Et du coup, les infinis qu'on va regarder, c'est plutôt des infinis qui caractérisent des ensembles. C'est-à-dire qu'on va attacher à un ensemble une sorte de quantité qui sera une sorte d'infinité. Je ne m'étendrai pas trop sur ce vocabulaire-là, c'est quelque chose de très compliqué. Mais on va regarder qu'on peut quand même faire plein de trucs avec ça. Et tous ces trucs-là, on va les faire ensemble ce soir. Et en gros, mon objectif principal ce soir, c'est de vous montrer qu'il existe plusieurs infinis différents et qu'on peut les comparer. C'est-à-dire qu'on peut donner un sens à tel infini est plus grand qu'un autre. Et mon objectif final, si on y arrive, ça serait de montrer qu'il en existe même une infinité. C'est-à-dire qu'il y a une infinité d'infinis différents. Et après, la question, ça sera quel type d'infinité, vu qu'il y en a plusieurs. Bon, bref, on verra à la fin. Donc du coup, montrer rigoureusement, en donnant du sens à tout ce qu'on vient de dire, qu'il existe plusieurs infinis différents. Ok. Alors, le matheux, il pense à ça, il pose cette question-là, et il se dit, bon, avant même de répondre à la question, je vais devoir trouver un cadre formel, c'est-à-dire des symboles, des règles d'écriture, pouvoir juste les formuler. C'est un truc extrêmement important en maths. Avant de répondre à une question, on doit réussir à bien énoncer la question. Et ça va nous prendre pas mal de temps. C'est pas évident et ça a mis du temps dans l'histoire des maths. Du coup, je vous demandais déjà, c'est quoi un ensemble infini? Qu'est-ce que vous m'écririez si j'écris la définition, un ensemble infini, c'est... Quelqu'un a une idée ou pas? C'est ma question, pour commencer. Vous n'avez pas d'idée? C'est quoi un ensemble infini? Ouais. Par exemple,
Ça, c'en est un. Clairement, celui-là, il est infini. Entre 0 et plus l'infini, la réponse est à intervalle 0 plus l'infini. Clairement, il y a une infinité de nombres. Mais si tu veux, ça ne définit pas ce que c'est un ensemble infini. Ça en montre un exemple. Tu es d'accord? C'est un ensemble auquel on ne peut pas retrancher une famille finie d'éléments et obtenir l'ensemble vide. Alors, je vais répéter la question parce que tu n'as pas de micro. Tu m'as dit c'est un ensemble auquel on ne peut pas retrancher un nombre fini d'éléments et obtenir l'ensemble vide. C'est une bonne définition, mais comment dire? On va dire que pour y aboutir, il a fallu du temps, 2 millions d'histoires des maths. Oui, en gros une demi-heure. Donc dans une demi-heure, on en reparle. Mais en gros, ouais, c'est ça l'idée. Le premier truc qu'on peut dire, et personne ne me l'a dit, c'est qu'un ensemble infini, c'est un ensemble qui n'est pas fini. Bon, d'accord, c'est le sens du mot infini. Si vous faites du français, ça veut dire c'est pas fini, quoi. Ok? Donc ça, c'est une bonne définition. Mais du coup, il reste la définition, c'est quoi un ensemble fini? Donc ça peut paraître bête, mais en fait, c'est pas évident. Du coup, c'est quoi un ensemble fini? On pourrait l'écrire si on a assez de feuilles, entre guillemets. J'aime. Tous les éléments qu'on prend ensemble, on pourrait tous les écrire. Ok, ça c'est super. Et je vais répéter. En gros, tu m'as dit qu'un ensemble fini, c'est un ensemble où si on avait assez de feuilles, assez de symboles pour les numéroter, on pourrait y arriver, on pourrait compter et s'arrêter et paf, ça serait fini, quoi. C'est un peu une définition algorithmique, c'est un peu, on compte le numéro 1, le numéro 2, et cet algorithme, entre guillemets, s'arrête, et là on dit paf, il est fini. Et s'il ne s'arrêtait pas, on dirait qu'il ne serait pas fini, du coup, infini. Ok, j'aime beaucoup cette définition, on va essayer de réfléchir à ça. Alors, c'est stylé, hein, le côté tableau. Il n'y a pas ça au lycée, hein, normalement. Alors, du coup, tu m'as dit, en gros, un ensemble fini, c'est un ensemble qu'on peut compter et ça s'arrête. Ok. Alors, on va prendre un exemple, on va le faire. On va essayer de réfléchir à précisément ce que ça veut dire. On va essayer de le définir d'une façon qui nous permette d'étendre ça aux ensembles infinis. C'est ça un petit peu l'objectif. Ok? Si vous ne me suivez pas, il faut me le dire. Alors, toi tu m'as dit un ensemble que je vais noter de manière générale E comme ensemble. Donc ça peut être vous, ça peut être, je sais pas ce que j'ai dans ma poche, enfin, on s'en fiche. Un ensemble E est fini si on peut compter ces éléments et c'est là où le raisonnement pêche et c'est là où je vais essayer de rajouter un peu plus de choses. Et si ça s'arrête, ok? C'est volontairement flou parce que le but c'est justement de rendre pas ça flou. Si ça s'arrête. Ok. Du coup on va essayer de le faire et on va essayer de voir ce qu'on fait vraiment quand on compte un ensemble. Du coup je vais prendre un ensemble au pif, 3 éléments pour aller vite. Je vais les appeler ABC. Donc ça peut être ce que vous voulez, ça peut être 3 voitures, 3 maisons, on s'en fiche totalement. Ok. Quand on le compte, qu'est-ce qu'on fait? On dit qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, et on a envie de dire qui est le numéro 4, et on ne peut pas parce qu'il n'y en a plus, du coup il y en a 3. Ok. D'accord avec moi, c'est ce qu'on fait tous dans notre tête très 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 vite. Du coup, c'est un peu comme si on mettait des étiquettes. Ok. Là, on va mettre l'étiquette numéro 1. Là, on peut mettre la 2, il n'y a pas besoin de faire dans l'ordre, hein, c'est pas problématique. Là, on va mettre la 3. Ok. Ça, c'est une définition c'est un processus, enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler un processus de comptage, si vous voulez. C'est on compte, on met des étiquettes progressivement, on a, comme tu dis, des feuilles, c'est un peu ça l'idée, c'est comme si là j'avais des feuilles que j'avais scotchées au tableau. Okay. Et j'aime pas trop cette définition pour une raison que j'essaierai de vous l'expliquer juste après. On va passer à un degré d'abstraction un tout petit peu supérieur, au lieu de considérer que là on a un ensemble, donc encore une fois c'est une patate, hein, que je vais appeler E, donc E c'est l'ensemble A, B, C, ok. Et on a des étiquettes qu'on a collées. Les étiquettes en mathématiques, c'est pas très bien défini. Par contre, les ensembles, ça l'est. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les étiquettes dans un ensemble. On va considérer l'ensemble des étiquettes. Ok? Donc en gros, je vais les effacer, les écrire un peu en dessous, dans une patate. Donc, on a un nouvel ensemble qui est constitué de nos feuilles, en fait. C'est-à-dire que là, on a une définition qui est symétrique. On a deux ensembles. Deux ensembles, un qui est constitué de A, B, C, l'autre qui est constitué de 1, 2, 3, qui sont nos étiquettes, nos feuilles, si tu préfères. On peut l'appeler
On peut l'appeler f par exemple pour lui donner un nom. Et maintenant, tout à l'heure on avait fait quoi? On avait mis les numéros sous les éléments ABC. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour les relier, on a quand même envie de les relier, hein, toujours pareil. On va tirer des flèches, ok? J'avais dit quoi? J'avais dit que A c'était le 1, donc là on a une flèche qui va de A vers 1 pour dire, au lieu de coller l'étiquette, on va faire un trait entre A et 1. Bon, c'est juste une autre façon de le dire, j'espère qu'elle vous convainc. C'est pas extrêmement différent, on avait fait ça je crois, ouais c'est ça, et on avait fait ça. Ok. Là qu'est-ce qu'on a fait? Ça semble un petit peu la même chose, et ça peut paraître décevant, mais là on a une très bonne définition, enfin comment dire, pas encore une définition, mais on a un très bon exemple de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a abstrait nos étiquettes en tant qu'ensemble indépendant. D'accord avec ce que j'ai fait ou pas? Ok. Il y a eu plusieurs oui, ça me suffit. Mais en fait, on ne l'a pas fait n'importe comment. C'est ça qui compte en fait. Comment on l'a fait? Donc je vais revenir sur l'autre tableau. Hop. Donc, perdez pas le vue cet objectif, de toute façon je vous en reparlerai tout du long. On a suivi deux règles. Quand on l'a fait, sans s'en rendre compte, et moi j'en ai compté deux, hein, à vous de me dire si vous en voyez d'autres. Donc, je vais utiliser le vocabulaire lieu de départ des flèches, donc c'est le ABC. Les flèches partent de A, de B, de C et arrivent sur leur lieu d'arrivée qui est potentiellement 1, 2 ou 3. Okay. On a suivi deux règles. La règle numéro 1, c'est que tous les éléments de l'ensemble E sont le lieu de départ d'une et unique flèche. Alors, c'est-à-dire que de A par exemple, il n'y a qu'une seule flèche qui part. Il n'y en a pas 0, il n'y en a pas 2, il y en a une. Pareil pour B, pareil pour C. Ok? Tout le monde est d'accord avec ça? Bon, je vais essayer de l'écrire. Tous les éléments de E sont le lieu de départ. Quand je dis lieu de départ, c'est une façon de parler, mais ça correspond à ce qu'on voit là-bas. D'une unique flèche. Le mot unique est vachement important, hein, c'est pour vous dire qu'on en a effectivement une et on n'a pas plus qu'une, on en a une seule. Ok? La règle numéro 2 concerne plutôt l'arrivée des flèches. Et en fait, elle est à peu près parallèle, c'est-à-dire que tous les numéros 1, 2, 3 sont le lieu d'arrivée d'une et unique flèche. Ok? C'est la même phrase, mais on regarde le lieu d'arrivée et pas de départ. On regarde l'ensemble que là j'ai appelé F, qui est notre ancien ensemble d'étiquettes, de feuilles dont tu m'as parlé. Donc règle numéro 2. Tous les éléments de F sont le lieu d'arrivée d'une unique flèche. Ok. Donc en fait là, je vous ai traduit dans un nouveau langage qui va s'avérer être efficace. Je vais vous le montrer après. Le fait que ABC a 3 éléments. Donc c'est une banalité, mais là on a quelque chose qu'on va pouvoir généraliser. C'est ce qu'on va faire juste maintenant. Ces deux règles-là, quand elles arrivent en même temps, ce qui là est le cas, hein, c'est un truc qui se passe très fréquemment en maths et du coup les mathématiciens ils ont mis un mot pour ça, parce que ça arrive tout le temps. Et donc c'est exactement ce que je vais vous définir maintenant. Donc les règles qui sont ici, je vais laisser au tableau tout du long. Je vais y faire beaucoup référence. C'est pour ça que je vais les laisser ici maintenant. Hop. Alors. On va définir en fait, donc je pense que les lycéens qui sont ici savent plus ou moins ce que je vais dire, j'espère, ce que c'est qu'une fonction, pour commencer. Donc définition, une fonction c'est quoi? C'est un truc qui associe des éléments à d'autres éléments. Donc c'est quelque chose qui part d'un ensemble, qui va dans un autre, en gros c'est des flèches, il faut vraiment le voir comme des flèches, et qui respecte la règle 1, uniquement, pas encore la 2. Donc, une fonction
obligé de partir de tous les éléments de U. Pour moi, si. Une fonction... Alors, une fonction, c'est des flèches, du coup c'est dirigé. Il y a une pointe au bout, du coup ça va de E dans F, pas forcément de F dans E. C'est pas parce qu'on a une association qui respecte la règle 1 dans un sens qu'elle la respecte dans l'autre sens. C'est ça qui est important. Donc le E dans F est vraiment dirigé, c'est vraiment important. C'est une fonction de E dans F, c'est juste des flèches partant de E et arrivant dans F et qui vérifie la règle 1. Ok, donc c'est une phrase un peu longue, mais pour dire juste en fait qu'on a deux ensembles et qu'on fait des flèches de l'un vers l'autre et qu'on respecte uniquement la règle 1. On verra la règle 2 juste après. Donc déjà pour voir si c'est clair ça, même si je pense que ça va, mais on va quand même le vérifier. Et vous faire des dessins avec des flèches et des patates. Vous allez me dire si oui ou non c'est une fonction. Ok? Donc on va effacer ce truc là. Hop, ça on oublie. Donc je vais faire des exemples. Hein. Donc là mes éléments, donc j'ai deux ensembles, A, B, C, D, E. Mes éléments je les ai appelés A, B, C, D, E totalement arbitrairement. Et donc je vais faire des flèches. Donc ça c'est l'ensemble E, l'ensemble de départ, F, l'ensemble d'arrivée de la fonction. Ok. Est-ce que ça, c'est une fonction? Pourquoi? Je t'écoute. Alors, en vrai, je pense que c'est ça. Tu m'as dit que ça n'associait pas un truc à un unique truc, mais en fait, c'est exactement ça que tu voulais dire. Ça n'associe pas le truc A à un unique ici, dans le sens où là, A, il est associé à C et à D, c'est-à-dire que A est le lieu de départ de deux flèches. Et moi, je dis dans la règle 1 que le lieu de départ, il y avait une seule flèche. Il n'y a pas 0, il n'y en a pas 2, il y en a une seule. Là, on a 2. Ok. Et du coup, bon, je peux faire l'autre cas juste pour le plaisir. Hop. Ça, du coup, c'est pas une fonction non plus. Pourquoi? Parce que A, il est envoyé nulle part. D'accord? A, il faut que je choisisse où est-ce qu'il va. J'ai pas le choix. Donc là, par exemple, ça, d'accord, c'est une fonction. Tout le monde est d'accord avec moi? Ok. Maintenant, on va regarder la règle 2. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, la règle 2, elle s'applique plutôt à ce qui est à l'arrivée qu'au départ, globalement. Du coup, en maths, une fonction qui vérifie la règle 2, on appelle ça une fonction bijective. Donc là, c'est le mot important un peu de cet exposé. Donc une fonction, elle est bijective si elle respecte la règle 2. Ok, donc là, j'utilise dans cette définition celle-là. Donc on part déjà de flèches qui vérifient la règle 1 et on leur rajoute la règle 2. Et comme ça arrive très très souvent que les deux soient vrais en même temps, on a un mot pour ça. On parle de fonction bijective. Ok? Ou de bijection. Bijection, c'est la condensation parfaite du mot fonction et de bijective. Bijection. Donc je dirais les deux de manière distincte, ça veut dire la même chose. Donc là, encore une fois, je vais faire plein d'exemples pour vérifier si c'est clair pour vous ce truc-là. Ok, ça, est-ce qu'elle est bijective? Pourquoi? E, il n'a rien. Exactement. E, il n'a pas de flèche qui lui arrive dessus. Alors que moi, j'ai dit que j'en voulais toujours au moins une. Donc ça, c'est pas une fonction bijective. C'est une fonction par contre, hein. Tout va bien. Alors, mince.
Est-ce que mes flèches sont claires? J'ai l'impression que c'est un peu dur à lire. Ça va? Non? C'est bon? Ça va bien? Cool. Donc là, j'ai rajouté F et G à gauche de manière arbitraire. Donc du coup, c'est quoi maintenant? Bijection ou pas? Non. Pourquoi? J'entends rien ce que vous dites. Voilà, exactement. Là, on a un problème avec l'élément D ici, qui a plus qu'une unique, vu qu'il y en a deux qui arrivent dessus. Ça, c'est pas une bijection. Ok. Et en fait, sur ces exemples-là, donc qui sont des exemples dans le cas fini, hein, j'ai pris 4 éléments à gauche, 3 à droite, donc que des nombres finis. Donc c'est pas encore à l'infini hein, dont on veut parler au final, mais on va en parler. On se rend compte plus ou moins, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais vous le dire et vous allez me dire, que pour qu'il y ait une bijection, il faut qu'il y ait le même nombre d'éléments à gauche et à droite. Est-ce que ça vous parle un peu? Là, j'en ai un de trop, j'ai pas le choix en fait, d'en envoyer 2 sur D, ou 2 sur E, ou 2 sur C. Ok? En fait, la bijection, quand on a une fonction bijective, il faut avoir, c'est l'intuition en fait qu'il y a derrière la bijection, entre deux ensembles, c'est que du coup, chaque élément à gauche a un jumeau, un petit peu, ça l'idée, dans l'ensemble de droite. Ok? Et c'est traduit par les deux règles qui sont ici. Et du coup, on a envie de dire que deux ensembles ont la même taille, autant d'éléments, quand on peut écrire une bijection qui part de l'un et qui va dans l'autre. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et en fait, on va définir ça comme ça. Et en fait, le truc qui est vachement cool avec ce qu'on vient de faire, par rapport à tout à l'heure et le coup des feuilles d'étiquettes, c'est que là, dans mes définitions que j'ai écrites ici, à aucun moment, les ensembles E et F, qui sont ceux qu'on veut compter, quoi, dont on veut parler, j'ai pas écrit qu'ils devaient être finis. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, ça marche pour des ensembles infinis. Par exemple, donc c'est un peu plus compliqué à écrire, moi je vais quand même le faire. Par exemple, là j'ai pris des patates finies, mais si par exemple je considère tous les nombres, donc évidemment je peux pas tout écrire. En écrire 3 ça suffira, 4 du coup. Ok, et que donc là il faut imaginer qu'ils arrivent tous derrière, hein, 4, 5, etc. Et que là je vais regarder juste les nombres pairs par exemple. Donc 0, 2, 4, 6, etc. Donc on a deux patates qui maintenant sont des ensembles infinis, qu'on peut toujours appeler E et F si on veut, parce que là dans ma définition, je n'ai pas écrit E fini, F fini. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est parti du cas fini, on a eu une intuition de ce qui se passe dans le cas fini, et on a pu le définir pour quelque chose de plus global, qui est à peu près n'importe quel ensemble. Et là, je peux faire une fonction si j'ai envie. Si par exemple j'envoie 0 sur 0, 1 sur 4, 2, alors je vais écrire 8 sinon vous n'allez pas comprendre. « 7 c'est pas pair ?» Non, 7 c'est pas pair. Hein. Je vais pas vous apprendre des choses aussi bizarres que ça quand même. Bon bref, du coup j'envoie chaque nombre sur 4 fois lui-même. Donc j'oublie des nombres pairs. Donc celle-là, donc elle est définie sur tous les entiers. Hein. Il y a plein de flèches, il y en a même une infinité. Est-ce qu'elle est bijective? J'ai entendu un oui. Qui m'a dit oui? Oui? Non? Pourquoi elle n'est pas bijective? Voilà, il reste des nombres, c'est exactement ça, il reste des trucs, on n'a pas atteint tout le monde quoi. Le 2, le 6 et tous les trucs qui ne sont pas des multiples de 4 concrètement. Donc en gros, un pair sur 2, bref, ils vont pas être atteints. Donc ça, elle n'est pas bijective, mais c'est pas grave, on a quand même une fonction entre deux ensembles. Maintenant, si par exemple, j'enlève ces deux trucs-là, et tous les nombres qui ne sont pas des multiples de 4, elle devient bijective. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Donc là, en gros, j'ai tous les nombres entiers, et là, tous les multiples de 4. Donc ça, c'est une fonction bijective. Ok. Donc, maintenant qu'on est là, en fait, on peut définir deux trucs, qui sont un peu la justification de ce que je vous dis depuis le début pour l'instant. On peut clairement définir ce que c'est qu'un ensemble fini. Avant, on ne pouvait pas trop, c'était un peu compliqué. Maintenant, on peut. Donc, définition. Donc, il y a fait beaucoup de définitions, mais on va se suffire de celle-là. Après, on fera tout avec. Donc, on va prendre E un ensemble. Donc, encore une fois, quelconque. E est fini, donc c'est une définition. Alors,
s'il existe une bijection, donc une bijection, encore une fois, c'est une fonction bijective, c'est-à-dire que ça vérifie et ce truc-là, donc les deux règles qui sont là-haut, entre E et un ensemble, en fait, qui est en gros les étiquettes, qui est de la forme 1, 3 petits points, n, donc où n, c'est n'importe quel entier générique, ça peut être 10, 1 million, 1000, etc. C'est n'importe quel entier. En maths, on aime bien mettre les entiers par des lettres genre n ou m, c'est des conventions. Les 3 petits points sous-entendent que là, je les prends tous ceux qui sont entre 1 et n. Ok. Donc E est fini, c'est juste une bijection entre E et 1n. Donc là, on n'a pas appris grand-chose, mais comment dire, il faut vous rendre compte que pour un matheux, on a quand même progressé parce qu'on a réussi à définir clairement ce que c'est qu'un ensemble fini. Et en maths, il faut faire ça. Il faut commencer par énoncer des banalités pour après répondre à des questions stylées, mais il faut commencer par des choses un peu simples. Et du coup, c'est pas évident ce qu'on vient de faire au final. Donc voilà, donc E est fini s'il est en bijection avec un ensemble de la forme 1, n, c'est-à-dire tous les nombres entre 1 et n. Okay, et E est infini, ça par contre ça bouge pas, s'il n'est pas fini. Donc ça, c'est pas une surprise. Et en fait, ça revient à ce que tu me disais tout à l'heure, mais c'est pas important. Ok. Maintenant, il faut juste faire une remarque importante. Là, on va pouvoir dire... Ah non, il faut quand même que j'écrive ça. Alors, je vais vous le dire à l'oral, c'est plus simple. Maintenant, on a envie de dire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que deux ensembles qui soient infinis ou finis, quelconques, on a envie de dire qu'ils ont autant d'éléments s'il y a une bijection entre les deux. Okay, donc ça va être ça le but du jeu, ça va être de dire qu'un ensemble infini a autant d'éléments qu'un autre, même s'ils en ont une infinité. J'ai pas envie d'écrire plus l'infini égale plus l'infini, ça me plaît pas du tout. Par contre, j'ai envie d'écrire une bijection entre deux ensembles, et du coup, pouvoir dire un petit peu avec les mains qu'il y a autant d'éléments. Par contre, un truc que je ne ferai pas, il faut avoir une analogie. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une balance. Vous savez, les balances avec comment ça s'appelle ça, avec les deux plateaux. Les balances à plateau, là où on met, où en gros, on compare juste les poids. Les balances à plateau, elles sont capables d'une seule chose, c'est de dire si une quantité est égale à une autre. Par contre, elles ne peuvent absolument pas nous dire c'est quoi la quantité. Ça, c'est les balances où on se met dessus, il y a un chiffre dessus, et l'aiguille, elle bouge, et paf, on a un chiffre. Et on pèse trop lourd. Mais en vrai, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait que les balances à plateau. C'est-à-dire que je vais dire que E et F ont le même nombre d'éléments. C'est-à-dire que sur la balance, c'est égalisé. Mais jamais je vous dirai que tel ensemble infini a tant d'éléments. Je ne peux pas le mettre sur la balance avec le chiffre qui bouge. C'est vraiment pas la même chose. On fait que comparer. Mais ça va largement nous suffire pour ce qu'on veut faire. C'est ça que je veux essayer que vous reteniez. Donc c'est les limites un petit peu du modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire dans ce qu'on vient d'écrire là, mais on peut dire déjà plein de choses. Alors, écoutez, c'est parti. Donc ces définitions-là, je vais effacer celles-là. Par contre, je vais garder les deux règles qui sont au tableau. Et à chaque fois, quand j'écrirai une bijection, soit je vous le demanderai, soit vous pourrez vous-même vérifier que ça vérifie effectivement la règle 1 et 2. Je pense que je le ferai au début. Et on va enfin s'intéresser à des ensembles infinis. Et on va montrer que des ensembles que vous connaissez ont beau être infinis et différents, sont en fait en bijection, c'est-à-dire qu'ils ont autant d'éléments. Donc, on va parler de dénombrabilité. Donc le mot est un peu bizarre. Concrètement, l'ensemble de référence dans cette partie-là, ça va être l'ensemble des entiers naturels. Celui que j'ai commencé à écrire là-bas. Qu'en maths, on note n comme ça, avec une double barre à gauche, et qui concrètement est égal à 0, 1, 2, 3, etc. Et on va regarder tous les ensembles, ou en tout cas beaucoup, qui ont autant de nombres d'éléments, autant d'éléments que n. Alors, du coup, je vais commencer par vous poser des questions, pour savoir si vous avez des idées sur ce genre de truc. On va regarder par exemple les nombres pairs, okay, que je vais appeler, pour donner un nom à tous, je vais appeler ça P, assez naturel. Donc les nombres pairs, c'est juste 0, 2, 4, 6, il n'y a pas 7 du coup, hein, je viens de m'en rappeler. Par contre, il y a 8 après, 10, etc. Donc ma question, c'est lequel a le plus d'éléments? Alors, j'ai entendu n, donc ok, c'est une réponse.
Il y en a qui pensent que n a plus d'éléments que p. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? On peut faire une application bijective entre les deux. F de x égale 2x. Ah, comme t'as pas de micro, si je répète pas, on n'entend pas, c'est ça? Bref. Non, en gros, tu m'as dit qu'on pouvait faire une bijection entre n et p. Et en fait, c'est ça qu'on va faire, hein, clairement, et ça va être ta bijection que tu m'as dit. En gros, ces deux ensembles-là, p, il est inclus dans n. Un nombre pair, c'est un nombre. Rien de particulier. 2, il est là, quoi. On en a enlevé 1 sur 2, donc on en a enlevé plein. On en a enlevé une infinité même, vu qu'on a enlevé tous les impairs. Mais pourtant, effectivement, ce que tu m'as dit, et je vais l'écrire juste après, on peut écrire une bijection entre n et p, et du coup, dans le formalisme qu'on a choisi, qui est un formalisme parmi tant d'autres, n et p ont autant d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres entiers tout court, ce qui est un résultat un peu perturbant normalement. Il y aura plus perturbant après. Alors du coup, en fait, je vais faire un peu de place, mais je vais écrire ma bijection ici. Hop. C'est ce que tu m'as dit, effectivement, il faut faire les flèches en couleur. 0, on l'envoie sur 0. 1, on l'envoie sur 2. 2, on l'envoie sur 4. 3 sur 6. En gros, on envoie chaque nombre sur son double. Donc c'est ce que tu m'as dit. Pour ceux qui font des maths, genre les lycéens, en gros, la fonction, c'est f de x égale 2x. Okay, et on vérifie bien qu'elle vérifie les règles 1 et 2. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui sont au départ, ils ont bien une flèche qui part d'eux-mêmes. Voilà. Et à l'arrivée, tous les éléments sont effectivement le lieu d'arrivée d'une unique flèche. Pourquoi? Parce que si je prends un nombre pair, qui peut du coup s'écrire sous la forme 2 fois un entier, la flèche qui arrive sur lui, c'est celle qui part de cet entier en question. Ok? Donc j'essaie de ne pas mettre de mots de maths, mais je pense que... Dites-moi si c'est pas clair. Donc, la fonction qui est à gauche, donc je peux l'appeler f par exemple. On va l'écrire ici. Hop. Ça c'est f. La fonction f, elle est bijective. Et du coup, dans notre formalisme à nous, ça veut dire que n et p ont autant d'éléments, ce qu'en maths on note parfois avec un à peu près égal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux, vu que 1 il n'est pas dans P, donc ils ne peuvent pas être égaux ces ensembles, mais ils sont en bijection, ils ont autant d'éléments. Ok, on va continuer un petit peu dans les exemples comme ça. On va regarder ce qu'en mathématiques on a z, qui est l'ensemble des nombres naturels, donc tout cela, auquel on a rajouté leurs opposés, donc genre -1, -2, etc. Donc du coup il y a deux infinités de deux côtés. Ok, même question, s'il y en a plus, entre z et n, le but c'est de comparer z et n. Je vous écoute. Hein. Mais du coup pas toi. Qui a le plus d'éléments? Qui c'est pareil? Ok, bah t'as raison, c'est pareil, effectivement. Alors c'est pas évident là comme ça, hein. C'est comment tu ferais la fonction? Tu viens de me dire, on sait que c'est infini, donc il y en a autant. Alors, bah, à ce stade-là de l'exposé, je peux que te demander de me faire confiance quand je te dis que à la fin, on aura vu des ensembles infinis qui ne peuvent pas être mis en bijection. C'est-à-dire que le but, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est de montrer qu'il y a plusieurs infinités. Donc là, pour l'instant, effectivement, je suis que sur n. Tout le monde va être en bijection avec n, jusqu'à ce que je te dise que ce ne serait plus le cas. Pour l'instant, c'est le cas. Mais ce n'est pas une réponse qui me va. Je ne peux pas écrire... je peux pas écrire ça. Je ne l'ai pas défini, quoi. Je ne veux pas écrire ça. Moi, ce que je veux, c'est une vraie bijection. Et la bijection entre n et z... comme ça, elle n'est pas évidente. En fait, il faut réécrire z un petit peu différemment. Et tout d'un coup, ça saute un petit peu plus aux yeux. Pourquoi il y a effectivement autant de nombres entiers que de nombres entiers, ce qu'on appelle relatifs. En gros, on met les moins devant. Et ce qui est chelou, c'est que là,
on en a enlevé 1 sur 2, on était toujours autant. Là, on en a rajouté 1 à chaque fois. Parce que 1, il a moins 1, 2, il y a moins 2, etc. Donc on a un peu fait x2 virtuellement. Et pourtant, on ne change rien à la taille. C'est toujours en bijection. Alors pourquoi? On va l'écrire. Donc je vais réécrire mes ensembles. Donc lui, il ne bouge pas, on écrit toujours de la même manière. Lui, on va écrire différemment, on va les regrouper 2 par 2. 1 et moins 1, 2 et moins 2, etc. Donc je vais écrire par exemple 0, moins 1, 1. Après, il y a moins 2, 2. Et après, moins 3, 3, etc. Et écrit comme ça, j'espère qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi ils sont effectivement en bijection. Donc là, le truc qui est là, c'est Z. Hein. D'accord. Hein. J'ai juste réécrit différemment l'ensemble Z. Et là, les flèches, toutes naturelles, c'est celle-là. Bon, je vais écrire 4 quand même. Ok? Donc, je pourrais écrire l'expression de la fonction mathématiquement, mais on s'en fiche totalement. Ce qui compte, c'est de comprendre que ce dessin définit effectivement bien une bijection. C'est-à-dire que la fonction f, donc en gros, c'est les flèches la fonction, hein, elle est bien bijective. Pourquoi? Parce qu'au début, tout le monde a une flèche qui part de lui. Et à l'arrivée, chaque élément va être effectivement le lieu d'arrivée d'une unique flèche. Et c'est pas parce qu'on se décale que ça marche pas. Ça marche. Est-ce que tout le monde est convaincu par ce dessin-là? Vraiment? C'est bon? Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que si on divise, si on enlève un élément sur 2 à n, ça change rien. Si on en rajoute 1 à chaque fois, donc on peut faire x2, ça change rien. On est toujours en bijection. Et on va faire un autre truc un peu plus violent. Hop, on va regarder ce qu'on note en mathématiques n au carré. Je vais vous écrire ce que c'est. Donc c'est vraiment l'ensemble n au carré, donc c'est une notation. Concrètement, l'ensemble n au carré, c'est un ensemble de points qui ont 2 coordonnées. Donc par exemple, on va faire un axe gradué, hop, comme ça. Là on a n. Par exemple, si j'écris que là, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, ok. Et je peux aussi mettre n ici si j'ai envie, de la même manière. Donc là c'est toujours 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, etc. Et on va rajouter ces points qui sont ici. Ok, donc là il faut imaginer que évidemment c'est un ensemble infini, donc je ne peux pas tout dessiner. Donc ça part dans cette direction, il y a une infinité de points, ok. Tout le monde est d'accord comment j'ai construit mon ensemble qui est là? C'est juste les points du plan qui ont des coordonnées entières. Bon, pour ceux à qui ça va de dire ça comme ça. Et donc ça va des deux côtés. Hein. Le truc qui est dingue, c'est que n carré, bon du coup je pose plus la question parce que ça marche pas, mais il est encore en bijection avec n. C'est-à-dire qu'il y a encore autant d'éléments dans n que de points rouges au tableau. Alors que n, il est déjà là. Donc n il est là, ok. On a rajouté tout cela, et pourtant dans notre vocabulaire à nous des bijections, on n'a rien rajouté du tout. Donc c'est le truc un peu bizarre, enfin moi ça me provoque encore quelque chose, on va dire. Non, c'est vrai. Et en plus on l'a pas rajouté genre 3 fois, on l'a rajouté une infinité de fois. C'est-à-dire que à chaque point qui est ici, et donc ça c'est n, hein, donc il y a autant d'entiers que de points ici, on a mis une copie de n. Donc on a fait n et on l'a empilé une infinité de fois. Donc on a un peu fait une infinité fois une infinité. Okay, si on voulait calculer on va dire l'aire de ce rectangle là, bah, il y aurait une infinité fois une autre. Et en fait, c'est encore en bijection avec n. Donc c'est très particulier. Tout à l'heure on a fait x2 divisé par 2, bon d'accord. Pourquoi pas. Là on a fait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc je vais essayer de vous écrire la bijection. Donc, le truc important, c'est que n carré et n sont en bijection.
Ce qui veut dire qu'ils ont autant d'éléments. Donc le autant d'éléments, c'est quelque chose d'assez informel, mais c'est ce qu'on définit avec les bijections. Alors, pourquoi c'est vrai ce truc-là? Construire une bijection entre n et quelque chose, c'est vraiment dire qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, sans s'arrêter. Donc là, on revient un petit peu à l'intuition qu'on avait. On a un nouveau vocabulaire qui est rigoureux, mais on peut quand même s'attacher à notre intuition, sinon on ne ferait pas de maths. Du coup, c'est vraiment choisir là, faire une liste, lister. Et la dénombrabilité, en fait, c'est exactement ça. Dénombrer, c'est faire une liste, c'est lister. J'aurais pu écrire la listabilité, bon, ça n'existe pas, mais c'est vraiment ça l'idée. Tout à l'heure, vous voyez, on a listé Z. On a dit, lui, c'est le numéro 0, 1, 2, etc. Enfin, pareil ici. Et donc, concrètement, l'expression mathématique de la bijection, elle n'est pas importante du tout. Ce qui compte, c'est le dessin que je vais faire. Alors déjà, je vais essayer d'en faire un faux. On pourrait se dire, bon, bah là, on a n. Du coup, on va commencer par ça. On va faire, lui, c'est le numéro 0, lui, c'est le numéro 1, lui, c'est le numéro 2, lui, c'est le numéro 3, etc. Mais en fait, on ne pourra jamais monter à la ligne d'au-dessus, parce qu'on va aller à l'infini. Ok? C'est-à-dire que si je compte la première ligne du bas, si je commence par elle, je ne vais jamais remonter aux lignes supérieures. Et ça, moi, je ne veux pas, parce que je veux compter tout le tableau. Donc je veux être bijectif, je veux une fonction bijective, c'est-à-dire que je veux que tous les points qui sont ici, qui sont les points de l'ensemble d'arrivée, soient atteints par la fonction. Okay? Donc la grosse astuce, c'est, faire ça en vert, c'est de compter les diagonales. Alors, on va dire que lui, c'est le numéro 1, lui, c'est le numéro 2, et là, au lieu d'aller là, on va aller plutôt ici. Ok? Là, on va là, et on fait cette diagonale-là. Maintenant, on va compter cette diagonale-là. Donc, diagonale, c'est ce qui est comme ça. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le mot diagonale. Pardon. Du coup, voilà, et là, on fait ça. Là, il y en a un qui est là, mais je n'ai pas dessiné. On continue comme ça, on continue comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Et là, du coup, j'ai dessiné un chemin, si vous voulez. Ce truc-là, je pourrais, si c'était par terre, je pourrais le parcourir à pied. Et je le parcourrais comme si c'était n, en fait. Là, cette espèce de chemin biscornu tout plié, si je le déplie et que je l'étends, j'obtiens bien un truc de cette forme-là. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Lui et lui, c'est bien eux deux. Le troisième qui est là, c'est celui-là. Et du coup, ce dessin-là, j'espère qu'il vous convainc que j'ai bien fait une bijection entre tous les points rouges du plan et la droite qui est là. Il faut vraiment avoir l'image du chemin que j'ai dessiné là, un peu rigide avec des ficelles, que tout d'un coup on déplie, et ça fait bien une droite. Ok? Et c'est bien une fonction bijective. Parce que tous les points du plan sont bien atteints, et que tous les entiers ont bien une sorte de copain dans l'ensemble d'arrivée, un jumeau si vous voulez. Donc voilà, donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même montré que si on met une infinité de fois un ensemble infini, bah ça revenait au même. On revient au début. Okay? Là on a n, on l'a mis une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'on pouvait, et en fait, ça revient à faire ce dessin-là. Voilà. Ok, donc là, maintenant on va passer à des nouveaux infinis. Nouveaux au sens plus gros. Donc c'est là où les mathématiciens qui ont inventé ces théories ont été assez forts, c'est qu'ils ont pu imaginer des infinités plus gros que d'autres. Et ils n'ont pas voulu se satisfaire de ce truc-là. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ils ont voulu un petit peu imaginer plus loin, et on va essayer de le faire maintenant. On va parler de ce qu'on pourrait appeler le continu, par exemple. Alors le continu, c'est un autre type d'infini. Donc là, on avait l'infini des entiers, c'est-à-dire qu'on faisait 1, puis 2, etc. Ça, je pense que tout le monde est au clair avec ça. Au moins, c'est ce que ça peut vouloir dire. Le continu, c'est un truc auquel on a aussi beaucoup d'imaginaire. Si par exemple, vous prenez un arc-en-ciel, et vous regardez les nuances de couleurs dans l'arc-en-ciel, il a une infinité, ok. Mais, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus que là, quoi.
Les nuances de l'arc-en-ciel, je ne peux pas dire qu'il y a la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, etc. J'ai envie de dire que ça balaye un petit peu tout le spectre visuel et que, bon, ça forme une sorte de continuum, ok? C'est un peu ça l'image qu'il faut en avoir. En mathématiques, l'ensemble qui symbolise l'arc-en-ciel, si vous voulez, les nuances de l'arc-en-ciel, c'est un ensemble qu'on note R, avec une double barre à gauche, comme ça, et qui en fait correspond à peu près à tous les nombres qu'on manipule, qu'on peut manipuler au jour le jour. Donc s'il y a des lycéens, vous avez peut-être vu les nombres imaginaires, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est un truc plus gros, on va laisser ça de côté. R, c'est un petit peu tous les nombres qu'on peut imaginer, et concrètement, on le représente souvent par une droite réelle, ce qu'on appelle la droite réelle, donc c'est un axe orienté, où par exemple on peut placer 0, mais où il n'y a pas que les entiers. Il y a les entiers, là il y a 1, là il y a 2, mais il y a aussi des nombres plus bizarres, du type 1,5, et encore plus bizarre, du type pi, qui est ici. Donc pi, j'espère que vous avez tous au moins entendu ce mot-là, ce nom-là, cette lettre-là. Si vous faites des maths, oui, si vous ne faites pas des maths, j'espère que oui quand même. Je peux en parler, hein, mais ce que je veux dire, c'est que pi, c'est un nombre vraiment particulier. On nous dit toujours, oui, il y a les décimales, là, il y a une infinité, etc. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué, mais il est dans R, ok. Donc c'est vraiment tous les nombres qu'on peut écrire, et chaque point de ma droite réelle est un nombre, et un élément de l'ensemble R. Dès que je choisis un petit truc ici, paf, j'ai un élément. Ok. Donc il y a une infinité, et on a l'intuition que c'est très différent de ce truc-là. On va essayer de le montrer. Alors, on va aussi s'intéresser à ce que je vais écrire comme ça. Donc, décroché sur les côtés, 0,1, ça correspond, donc je refais l'axe réel. Ce truc-là, là, ça correspond aux nombres qui sont exactement entre 0 et 1. Ok, c'est une notation, rien d'extraordinaire. Et on enlève 0, on enlève 1, on prend ceux qui sont vraiment pile entre 0 et 1. Ok. Donc, premier objectif, premier résultat intéressant, c'est de montrer qu'en fait, il y a autant d'éléments dans R que dans 0,1. C'est-à-dire qu'il y a autant d'éléments dans toute la droite, où on a inclus les bords à l'infini, quoi. On prend tout d'un coup, et un intervalle, on appelle ça un intervalle en mathématiques, où il y a vraiment des bornes fixes. Okay, là, on s'arrête à 0 et à 1. Et en fait, il y a autant d'éléments là-dedans que dans tout ce truc-là. Ok. Donc encore une fois, j'ai envie de vous montrer que ces deux ensembles-là ont autant d'éléments, donc j'ai pas le choix, il faut que je fasse une bijection. Hein. C'est le truc dont je vous parle depuis le début, c'est mon contrat. Pour dire que deux ensembles ont autant d'éléments, il me faut une bijection entre les deux. Donc un truc qui respecte ces deux règles qui sont ici. Donc, alors la bijection, encore une fois, l'expression mathématique n'est pas importante du tout, c'est le dessin qui compte. Donc on va faire encore un axe gradué. Là, il y a 0. 0, on le met souvent ici. On va mettre 1. Ça, c'est le point 1, donc c'est le truc qui est là-bas. L'ensemble 0,1, du coup, l'intervalle 0,1, il est ici. Et l'ensemble R, donc l'ensemble à droite réelle, on va dire que c'est celle qui est ici. Ok ? Hop. Donc encore une fois, là, on considère tout le monde, hein, même en allant jusqu'au bout, quoi. Alors, je vais vous faire le dessin. Plutôt pas mal, ça va. Alors, ça, du coup, c'est ce qu'on appelle le graphe d'une fonction. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de graphe, je vous ai parlé que de flèches. En fait, les flèches, elles sont quand même là. On ne les voit pas, mais je vais les dessiner. Les flèches, elles font quoi? Elles relient un élément qui est ici à un élément qui est ici. Bon, je prends un élément qui est ici. Comment je l'associe à un élément qui est là-dedans? Tout bêtement, bon, la flèche va être tordue, je vous préviens, mais c'est pas grave. Je remonte ici, je m'arrête sur la courbe que je vais dessiner, et là, je vais à gauche. Et ça me donne une unique possibilité. Ok? J'ai pas le choix. J'ai que le truc qui est à gauche que j'ai dessiné ici. Du coup, si lui là, tout à l'heure on faisait des A, B, C, D, des trucs comme ça, si lui je l'appelle A
et lui je l'appelle B, c'est comme tout à l'heure. A, par la fonction que je vais dessiner ici, il est envoyé sur B. Ok? Donc on doit vérifier quoi? On doit vérifier que tous les éléments qui sont ici sont le lieu de départ d'une flèche. Bah, c'est pas compliqué. Où je me place ici, je peux aller sur la courbe, et du coup il y a une flèche qui part. Ok. Maintenant, dans l'autre sens, si on regarde la règle numéro 2, il faut que je regarde que tous les éléments qui sont ici sont bien atteints par une flèche. Bah, on fait dans l'autre sens, on part d'ici, et pareil, on va sur la courbe, et on redescend. Et là, du coup, ma flèche, je suis parti de n'importe quel point de R, je suis arrivé sur 0,1, et du coup, j'ai bien vérifié ma règle 1 et ma règle 2. Ok? Donc là, j'ai bien une bijection entre R et 0,1. Donc concrètement, il y a autant d'éléments dans le segment 0,1 que dans R. Pour le dire différemment, ben ça peut vous paraître pas très clair. Il y a autant d'instants dans une minute que dans toute votre vie. C'est un autre point de vue. Et si vous étiez mortel, ça ne changerait rien. Il y aurait toujours autant d'instants dans une minute que dans toute votre vie, même si vous étiez né il y a 13 milliards d'années quand l'univers est né. Et si vous mouriez jamais, ça ne changerait rien. Donc et on vient de le prouver, c'est aussi bête que ça. Mais il faut se rendre compte que le vocabulaire de la bijection, c'est ce qui vous a permis de dire ce genre de choses. J'ai pas balancé ça comme ça. On a dû établir ces deux règles-là, mais elles nous suffisent à pouvoir dire ce genre de choses. Ok. Maintenant, on va enfin démontrer la différence entre deux infinis, ce qu'on n'a pas encore fait. Et c'est le but de l'exposé quand même. Le but, ça va être de montrer que N et R ne sont pas en bijection. Autrement dit, pour reprendre le vocabulaire qu'on a établi ensemble, N et R n'ont pas autant d'éléments. Donc, ils ont beau avoir une infinité d'éléments tous les deux, donc c'est pour ça que je dis ça là-bas. Ils ont beau avoir plus l'infini d'éléments les deux, en fait, dans ce qu'on a expliqué ici, ils ont moins d'éléments. Il y en a un qui a moins d'éléments que l'autre. Ok? Bon, intuitivement, celui qui en a le moins, c'est N. Ok? Ça se voit si on fait sur un dessin. N et R, il y a deux possibilités. Soit ils ont autant d'éléments, soit c'est R qui en a plus. Ça pourrait pas être l'inverse, vu que N il est inclus dans R. Ok? Donc là, ce que j'ai à montrer, c'est que N et R n'ont pas autant d'éléments. Et ça nous donnera directement le fait que R en a strictement plus. Et du coup, on aura montré qu'on a deux infinis différents et qu'on a pu les comparer. Qu'on a pu dire qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est pas rien. Enfin, à la fin, je vous raconterai un peu l'histoire de tous ces trucs-là. Et c'était pas évident au début pour les matheux de comprendre ça. Alors, on va passer par un chemin un petit peu détourné, ce qui justifie l'usage de l'intervalle qui est là-bas. Au lieu de montrer que N et R ne sont pas en bijection, je vais montrer que N et 0,1 ne sont pas en bijection. Pourquoi ça marche quand même? Moi, je vais montrer que N et R n'ont pas autant d'éléments. J'ai montré que lui et lui ont autant d'éléments. Donc si je montre que celui-là, N et 0,1 n'ont pas autant d'éléments, ça me montrera que N et R n'ont pas autant d'éléments. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, c'est les mêmes. En termes de nombre d'éléments, on ne peut pas distinguer, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, le pré égal qui est ici, il nous permet de dire que si lui et lui, ils sont différents, alors lui et lui, ils sont différents. Ok. Donc c'est ça l'objectif. Alors, où est-ce que je vais écrire ça? Je vais écrire ça à droite. Alors, c'est le seul vrai théorème dans tout ce qu'on fait qui, dans l'histoire des maths, a vraiment été fondamental. Donc je vais écrire théorème, parce que c'est vraiment important. Ok. Bah, du coup, on a un théorème, on va le prouver. Hein. Nous, les matheux, on fait ça, on prouve des théorèmes. Alors, du coup, preuve. On va faire un raisonnement par l'absurde. Alors, vous en avez peut-être déjà fait, peut-être pas.
c'est un truc à la rigueur qui n'est pas vraiment propre aux maths. Hein. On peut, en gros, faire un exemple par l'absurde, c'est supposer que ce qu'on veut montrer est faux, faire des déductions, tomber sur un truc qui est absurde, d'où le par l'absurde, et du coup, en déduire que ce qu'on a supposé au tout début était faux. Ok ? Je vais redire avec ce qu'on veut prouver ici. Je vais supposer, dans ma démonstration, que n et 0,1 sont effectivement en bijection. Donc je vais dire, il existe une bijection, je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne pourrais pas faire de graphe, j'en ai aucune idée, mais il y en a une, donc je vais l'écrire, je vais l'appeler f quand même, hein, on peut quand même la considérer. Donc je vais supposer qu'elle est bijective, que c'est une fonction bijective. Je vais vous faire la preuve et à la fin on va arriver à une absurdité qui du coup nous montrera que cette fonction ne peut pas être bijective. Ok ? C'est ça raison par l'absurde. Donc on suppose qu'il existe une bijection f de n dans 0,1. Donc là, cette phrase-là, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est exactement le contraire de notre théorème, mais c'est ça le but. Le but, c'est de montrer que ce truc-là est faux, donc on va le supposer, tomber sur un truc faux, et du coup, notre supposition première sera fausse, on aura le théorème. Ok ? Tout le monde est clair sur moi la démarche de la preuve ? C'est ça l'essentiel. Ok, alors maintenant, notre fonction f, elle va de n dans 0,1. Du coup, elle arrive dans des nombres qui ont une tête du genre 0, quelque chose. Ok ? 0,5 par exemple, un demi, il est bien dans 0,1. Donc, en fait, on va les écrire. C'est-à-dire qu'on va écrire tous les nombres que la fonction f atteint, on va les développer avec leur développement décimal. C'est-à-dire écrire f de 1, donc qui est le truc où 1 est associé. On va l'écrire 0, quelque chose. Donc je ne connais pas son image, je sais absolument pas à quoi il ressemble f de 1. Mais je vais l'écrire, je vais vous donner un exemple. Pareil pour f de 2, f de 3, on va écrire, par exemple, que f de 1 c'est 0. Bon, je n'ai pas beaucoup d'imagination, du coup ça va être 1, 2, 3, 4. 3 petits points. 3 petits points sont entendus que je ne peux même pas savoir s'il est fini ou pas. C'est-à-dire que ça pourrait être un nombre où il y a une infinité de décimales, du style pi, qui est un peu un nombre particulier. Ok ? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette notation ? Ça veut dire que ce truc-là, c'est ce qu'il y a au bout de la flèche qui part de 1. Il y a une flèche qui part de 1, qui est traduite par l'existence de la fonction, qui arrive sur un truc, et ce truc qui commence par 0,1234. Ok ? Donc, encore une fois, là, je vous donne que des exemples. La fonction f, je ne sais absolument pas ce que c'est en fait. Donc là, je vais continuer. 5, 6, 7, 8. f de 3, c'est 0,9, 10, 11. f de 4. Ok. Et à chaque fois, je ne peux pas savoir quand ça s'arrête. Et là aussi, parce que la fonction, elle va de n, tous les entiers naturels. Donc là, elle ne fait pas que 1, 2, 3, 4, elle fait tout le monde, 5, 6 jusqu'à l'infini. Du coup, pour être honnête, je dois mettre 3 petits points comme ça. Ok. Et là, la grosse astuce, ça va être de considérer... Donc là, on a un peu fait un tableau. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. On a un peu... on a une entrée ici, une entrée dans ce sens-là, et chaque chiffre que j'ai mis ici, c'est un peu une case du tableau. Ok ? C'est juste une façon de le voir. On va considérer la diagonale du tableau. Donc du coup, diagonale, apparemment, vous savez ce que c'est, donc je ne vais pas vous le réexpliquer. On va regarder... Ah, il faut de la couleur pour ça. Hop. On va regarder ceux qui sont ici. Du coup, là, c'est 1, 6, 0 et 1. Ok, donc c'est vraiment une diagonale, au sens propre du terme. On va regarder ce truc-là, et je vais écrire un nombre, je vais l'écrire décimale par décimale, et pour écrire ces décimales, pour les choisir, je vais regarder uniquement les cases rouges, ok ? Donc, 0, ok ? Ça commence toujours par 0, Maintenant, j'ai un 1. Je vais mettre autre chose. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre un 2, par exemple.
après j'ai un 6, donc là, par exemple, je peux mettre un 1. Le 0, je peux encore mettre un 1. Pour le 1, je vais mettre un 2. En gros, ce que j'ai fait dans ma tête, là, pourquoi j'ai choisi des 1 et des 2, hein, vous pourrez vous dire qu'est-ce que je fais. En gros, je m'arrange juste pour que les décimales que j'écrive soient dans l'ordre différentes à chaque fois de celle qui est dans la case rouge. Okay, donc c'est bien le cas ici. J'ai mis, quand j'avais un 1, j'ai mis un 2. Quand j'avais autre chose qu'un 1, j'ai mis un 1. Du coup, le truc qui est ici, là, 2, 1, 1, 2. Merde, il faut du rouge. Les cases sont à chaque fois différentes. Vous êtes d'accord? Et ça, on peut le faire à l'infini. C'est-à-dire que là, mon tableau, il va dans les deux directions, vers le bas et vers le haut, vers la droite, pardon. Donc j'ai une diagonale infinie. Donc je peux définir mon nombre, que là, je vais donner un nombre parce qu'il est important celui-là. Nombre, je sais pas, on peut l'appeler x. C'est un nombre, ok, qui appartient au segment 0, 1. Ok, vu qu'il commence par 0, donc il est là-dedans. Et je me suis arrangé, je l'ai construit comme ça, pour qu'à chaque fois les nombres rouges soient différents de ceux-là. Donc je me fous de ceux qui ne sont pas dans la diagonale. Le 5, le 9, le 1, etc. Là, on s'en fiche totalement. Ce qui compte, c'est d'avoir une suite de nombres différentes de ceux-là. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce nombre, donc x, il est dans 0, hein. Ce que je vous dis, il commence par 0, il n'y a pas de souci. Et ma fonction là, f, elle va de n dans 0, 1 justement. Et elle respecte, parce que je l'ai supposé, elle est bijective, la règle 1, ok, et la règle 2. C'est la règle 2 qui est importante ici. Parce que du coup, le nombre x, vu qu'il est dans 0, 1, et que ma fonction arrive dans 0, 1 et dans bijective, et bijective, pardon, ce nombre-là, ça doit être le lieu d'arrivée d'une flèche. Il n'y a pas le choix. En gros, je viens de dire la règle 2. Je vais le refaire encore une fois. Le nombre x, il est dans mon ensemble f, là, l'ensemble d'arrivée de la fonction, et du coup, il doit être le lieu d'arrivée d'une flèche, ok. Et comme je l'ai construit, en fait, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Imaginez que le nombre x soit effectivement dans la liste. C'est-à-dire que là, la liste, elle est infinie, et que j'écris tout le monde, et que x apparaît. Il y a vraiment écrit 0, 2, 1, 1, 2, etc. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit après. Bah, il y aurait un problème, parce que je me suis arrangé pour que ce nombre-là, il ait toujours au moins une décimale de différent avec ceux qui sont ici. Alors, vous n'avez pas l'air convaincu. C'est pas clair ou pas? Je le refais? Ok. Alors, imaginons que le nombre x, hein, que je l'appelle, vraiment là je le considère comme il est écrit ici, est dans la liste. Ce que j'appelle la liste, c'est la liste qui est écrite ici. Okay, c'est une liste infinie. Ça veut dire qu'il peut s'écrire sous la forme f d'un nombre entier. Okay, vu que la liste là, c'est exactement ceux qui peuvent effectivement s'écrire comme sous la forme f d'un nombre entier. Okay, par exemple, x, c'est f de 137. Ok. J'ai écrit un nombre au hasard. Un nombre assez loin pour que vous ne me disiez pas qu'il est là, parce qu'il n'est pas là. Mais il est plus bas. Ok. Donc là, avec l'égalité, tout le monde est serein, ça va? En gros, le fait qu'il soit dans la liste, ça veut dire qu'il est égal à un de ceux-là. Bah, par exemple 137. Pourquoi pas. Mais le problème, c'est que là, si j'arrive à la 137e décimale, et que du coup, là, je regarde le 137e, pourquoi j'ai choisi 137 137e nombre encadré en rouge, à chaque fois, j'ai choisi une décimale différente. C'est-à-dire que là, par exemple, f de 137, il y a écrit un 8, ok, encadré en rouge. Et bien là, j'aurais mis un 1. S'il y avait écrit un 1 là-bas, j'aurais mis un 2 ici.
Et ça marche pour tous les nombres. C'est-à-dire quel que soit le nombre que je mets ici, là, celui-là, il y aura toujours une décimale de différent entre celui qui est là-bas et celui qui est ici. Est-ce que c'est plus clair avec un exemple? Super. Et du coup, on a une absurdité. Pourquoi? Parce que le nombre x, qui est dans mon ensemble de départ, non pardon, d'arrivée, il n'est pas le lieu d'arrivée d'une flèche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flèche qui partent d'un entier et qui arrive sur x. Alors que x, ça devrait être le cas, vu que ma fonction elle est bijective. Donc ça, d'accord avec moi maintenant, c'est absurde. Ok, il n'est pas dans la liste, et on voulait qu'il y soit, donc il y a un problème. Du coup, notre supposition qui était qu'il existait une bijection f qui va de n dans 0, 1, cette supposition est fausse. En gros, il n'en existe pas. Et s'il n'en existe pas, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. n et 0, 1 ne sont pas en bijection. Sous-entendu, n et 0, 1, il n'y a pas de bijection qui va de n dans 0, 1. Okay, je ne peux pas écrire plein de flèches entre n et 0, 1 qui vérifient à la fois la règle 1 et 2. Pourquoi? La preuve est au tableau. J'espère qu'elle est claire, mais elle est au tableau. Donc ça, c'est un argument qui a été trouvé par un matheux fin 19e siècle, qui s'appelle Georg Cantor, qui était allemand, qui était très jeune à l'époque, et qui est devenu totalement schizophrène à la fin de sa vie, et qui s'est suicidé à cause de ça. Donc bon, c'est pas ça qui l'a rendu fou, mais d'autres choses qui venaient après, quoi, on va dire. Mais il faut... Comment vous faire comprendre ça? Ces deux ensembles-là, ils ont une infinité d'éléments. Et c'est la première fois dans l'histoire des mathématiques qu'on disait on a deux infinis différents l'un de l'autre, un plus grand que l'autre. Et ça a révolutionné les maths. Donc fin 19e, donc les maths sont à peu près révolutionnées début 20e, donc ça a mis du temps. Au début, il était controversé, les gens ils disaient ah, on veut pas ça, on veut pas attraper l'infini de cette manière-là. C'est-à-dire que les gens se disaient l'infini c'est encore un truc qui doit être tout au bout, etc. Et ça ne plaisait pas parce que là on arrive avec un formalisme assez simple, hein, si je le fais devant vous c'est que c'est faisable, à attraper des choses extrêmement compliquées. Du coup là on arrive à dire que le discret et le continu, c'est effectivement différent dans ce vocabulaire-là, de la bijection. Ok, alors du coup, je vais vous garder encore 5 minutes pour vous parler des questions qui se posent une fois qu'on a fait ça. Parce que là, on a deux infinis différents. J'espère que vous en êtes tous convaincus. On a l'infini qui est caractérisé par n, qui est le discret. On appelle ça le discret dans le langage courant, on va dire. Et celui caractérisé par r, qui est du coup le continu, donc une espèce de truc où on peut toujours regarder, zoomer de plus en plus, il y aura toujours des éléments. La question c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, Cantor, quand il a trouvé ça, il s'est directement dit qu'est-ce que je peux faire après, etc. Donc du coup, je vais effacer quoi? Je vais effacer... Bon, je peux effacer là-haut. Hop. Bon, du coup, les règles, c'est fini. Ok. Donc là, on fait plus vraiment de maths. J'ai juste essayé de vous raconter des trucs sur l'histoire des mathématiques. Cantor, il a trouvé que ces deux ensembles-là, qui étaient connus depuis en gros 2000 ans, les Grecs utilisaient n sans problème, r aussi, il y avait racine de 2, c'est tout qui était compris. Mais lui, c'est le premier à avoir dit ça, c'est plus petit que ça. Ok, c'est pas évident. Il a fallu du temps. Maintenant, il y a trois questions qui se posent. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, est-ce qu'il y a des trucs plus petits? Est-ce qu'ils sont finis? Est-ce qu'ils sont infinis? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Et qu'est-ce qu'il y a après? Alors, du coup, je vais vous poser des questions. Hein. C'est pas pour moi que je mets point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des ensembles infinis qui seraient plus petits que n? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Il a l'air fatigué. Ça a l'air dur. Vous n'avez pas d'idée? Si on prive n d'un de ces éléments, il est petit. Ok, tu viens de me dire si on prive n d'un de ces éléments, il est plus petit. Tout à l'heure, on a montré que les entiers pairs et n étaient en bijection. On l'a privé de
un paquet, tous les impairs, et ça ne change rien. Parce que là, en fait, effectivement, là, je pourrais mettre les entiers pairs, c'est plus petit, c'est inclus dedans, mais dans notre sens à nous, non, 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 c'est ici. Ça, là, ici, là, il y a les entiers pairs. Il y a aussi, alors je ne sais pas faire un égal dans le mauvais sens, il y a aussi Z, donc lui, il a beau être plus gros que N en tant qu'ensemble, ils ont autant d'éléments. Et pareil, la R, on a montré que ça, c'était pareil que 0, 1. Donc voilà, donc on a des familles, la famille qui sont égaux à N, la famille qui sont égaux à R. Qu'est-ce qu'il y a avant, au milieu, après? En fait, avant, il n'y a rien. Là, il n'y a pas d'ensemble infini. C'est-à-dire que tous les ensembles qui sont strictement plus petits que N sont finis. Dit différemment, et c'est ce sens-là qu'il faut retenir, N, c'est le plus petit infini qui existe. Et ça, c'est stylé. On a réussi à dire si des infinis sont différents ou pas, et on a réussi, donc ça c'est un truc qui se démontre, hein, que je ne fais pas ici parce que c'est la fin, mais on pourrait le faire. On peut démontrer que si un ensemble est infini, il est forcément au moins plus gros que N, sous-entendu, N c'est le plus petit infini. Okay, donc évidemment qu'il y a des choses avant, hein, si je vous considère vous êtes plus petit que N, mais vous n'êtes pas infini, c'est ça le truc. Ok, on va regarder ce qu'il y a à droite, parce que ce qu'il y a à gauche, au milieu, en fait, c'est plus compliqué finalement. Ce qu'il y a à droite, en gros, est-ce qu'il y a des infinis qui sont encore plus grands que R? On a montré que N et R c'était différent. Est-ce qu'il y a un truc qui est au-dessus de R? T'as levé la main? Ok, super remarque, merci. Tu me parles de R2, R3, R puissance quelque chose, ok? Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, R2 c'est un peu comme tout à l'heure quand on a fait N2. R2 c'est un plan, donc c'est R, on a mis une fois comme ça, on regarde tout ce qu'il y a entre les deux, donc c'est le plan. R3 c'est pareil avec 3 axes, on met 3 doigts comme ça, donc c'est l'espace si vous voulez. Et en fait, ce que je n'ai pas démontré ici, il faut me croire du coup, c'est qu'en fait ils sont tous égaux à R, enfin en termes de bijection. Hein? Lequel? Non, alors c'est pas ce raisonnement-là. Alors j'essaie de réfléchir pourquoi ton raisonnement ne marche pas. Alors, ça pourrait marcher, pourquoi pas. Moi j'ai une autre preuve en tête, qui est plus compliquée, c'est pour ça que je ne l'ai pas faite ici. En gros, R2 et R3, donc en gros, ça c'est une droite, ça c'est un plan, ça c'est l'espace. Il faut voir ça comme ça. Une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. C'est vraiment ça que c'est. Ils sont tous ici. Sous-entendu, il y a, donc, pour continuer dans les phrases un peu bizarres, il y a autant de points, autant d'éléments sur une droite que sur un carré. Il y a autant d'éléments sur une droite que dans toute la salle. Il y a autant d'éléments, sauf que là on avait 0, 1. Okay, du coup, il y a autant d'éléments dans une portion de droite que dans tout l'univers. Okay, on vient de le faire en fait. Enfin, c'est un peu délirant, mais c'est vrai. Enfin, après, les ensembles R, R2 et R3, ça c'est un 3 mal fait, ils ont des points, ils sont différents. Il y a moyen en maths de les distinguer par d'autres propriétés, des propriétés de continuité, enfin bref, je te donne ça et voilà. Mais en termes de nombre d'éléments, en termes de bijection simple, entre guillemets, ça marche pas. Ils sont égaux. Ok, t'as une idée? L'ensemble C, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas grave, petite parenthèse, l'ensemble C, donc c'est un plan, t'es d'accord? Donc en fait c'est R2. En termes de nombre d'éléments, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un complexe, tu peux toujours lui associer un point de R2. A plus IB, tu lui associes AB. Okay, c'est bijectif, il n'y a pas de souci. Du coup, C, donc pour ceux qui savent, je peux l'écrire ici, c'est R2, c'est la même chose. La seule différence, c'est une question de structure. Dans R2, on n'a pas de structure multiplicative, dans C, si. Bon. Donc, mais en termes de nombre d'éléments, c'est la même chose. En fait, ce qu'il y a ici, c'est un autre théorème de Cantor qui y répond, un peu compliqué à expliquer. C'est ce qu'on appelle les parties de R. Alors, un truc qu'on pourrait appeler P de R, qu'on appelle P de R. Hop.
avec un P un peu calligraphié. Donc l'ensemble P de R, c'est l'ensemble des sous-ensembles de R. Par exemple, dans P de R, il y a l'intervalle 0,1. Vu que 0,1 c'est une sous-partie de R, il est dans P de R. Du coup, P de R, c'est un ensemble d'ensembles. Donc c'est un peu plus compliqué à visualiser. Et en fait, il y a des théorèmes encore prouvés par Cantor qui montrent que quand on prend un ensemble et qu'on regarde l'ensemble de ses parties, du coup on part de E et on fait P de E, on est toujours strictement plus gros. Voilà. Donc ça j'aurais pu le prouver, hein. C'est dans mes notes mais on n'a pas le temps. Et en fait on peut continuer. P de R c'est encore un ensemble. Du coup, si vous me croyez sur le fait qu'on peut à R associer P de R et que c'est strictement plus gros, même sans forcément comprendre précisément ce qu'il y a dedans, bah on peut continuer. On peut écrire P de R. Donc là, c'est un ensemble d'ensemble d'ensemble. Attends, oui c'est ça, il y a 3. Ouais, pardon, je m'embrouille. Et on peut toujours continuer. Sous-entendu, grâce à ce théorème-là qui nous dit que quand l'opération un ensemble donne P de E, P de cet ensemble, l'ensemble des parties, nous permet en fait de construire simplement une infinité d'infinis. J'en ai toujours un plus gros. Et dit différemment, il n'existe pas d'ensemble qui soit plus gros que tous les autres. Parce que je l'ai, imaginons qu'il existe, je prends l'ensemble de ces parties, bah, il est strictement plus gros. Donc c'est une autre façon de dire, il n'y a pas de limite si vous voulez, on ne fait que grandir quand on progresse dans cette suite-là. On ne peut jamais atteindre une limite. Pourquoi? Parce que si on fait P de ce truc-là, on est toujours plus gros. Ok. Donc ça, c'est aussi le truc un peu bizarre que Cantor a prouvé. C'est dingue parce que les maths, ça permet d'écrire ça et de donner un sens, mais on n'a aucune visualisation. C'est-à-dire que moi, mon cerveau, il s'arrête là. Enfin, je ne peux pas voir tout ça. Je peux le définir, l'écrire, mettre des symboles, ce que vous voulez, mais je ne le vois pas, quoi. C'est ça qui est fort avec les maths, quand même. C'est de pouvoir écrire des choses qu'en fait, on est incapable de visualiser. Ok, maintenant ma dernière question et après je vous laisse tranquille. C'est le truc qui est au milieu. Est-ce qu'il y a un ensemble qui est, en termes de cardinal, en termes de nombre d'éléments, strictement entre n et r? C'est-à-dire qu'il y en aurait plus que n, mais qu'il y en aurait moins que r. Okay, on a montré qu'il y en a moins là-dedans que là-dedans, donc il y a un trou potentiellement. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un un exemple d'ensemble à me donner pour ça? Je t'écoute, excuse-moi. 0,2, donc là, comme 0,1 avec un 2 à la place du 1? C'est ça? Ok. Toi tu m'as proposé du coup pour le mettre ici 0,2. Alors en fait non. Pourquoi? Le dessin que j'ai fait tout à l'heure, qui montrait que R et 0,1 étaient en bijection, avec l'espèce de dessin comme ça, l'espèce de vague. Okay, en fait tu peux faire le même avec 0,2. Il suffit juste de l'élargir un petit peu si tu veux. Je sais pas comment on dit. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je te le fais. Hein. Ça, c'est le dessin pour 0,1. Ok. D'accord. C'est ce que j'ai fait pour montrer que R et 0,1 étaient en bijection. C'est la preuve que je vous ai donnée. Bah, du coup, 1, c'est quoi? C'est là à peu près. Là, c'est 2. Bah, je fais le même, mais en plus gros, quoi. T'es d'accord? Du coup, en fait, 0,2 et globalement, tous les intervalles de R, ils sont dans R. Ils sont égaux à R en termes d'intervalle. Donc ceux-là, ils sont pas là. Ok? Ils sont égaux à R. Ok, alors moi je suis un peu vache de vous poser la question. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas en fait. Personne ne sait. Et en fait, on sait mieux que personne ne sait. On sait qu'on ne pourra jamais savoir. Alors, c'est le truc cool de l'exposé, je trouve. C'est ça. Alors, cette question de savoir est-ce qu'il existe un truc entre n et r, c'est Cantor qui l'a formulé, donc le même mec depuis le début, qui a en gros prouvé tout ça et qui s'est posé pour la première fois sur des questions. Il s'est demandé, bon, bah, il y a quoi entre n et r? C'est quand même assez naturel quand il y a. Enfin, bon, il y a un trou quoi. Il a appelé ça l'hypothèse du continu. Donc en maths, c'est connu sous ce nom-là, l'hypothèse du continu. Donc il n'a pas réussi à la démontrer. Il n'a pas réussi à montrer qu'il y en avait un. Il n'a pas réussi à montrer qu'il n'y en avait pas. Donc lui, il est mort et. C'est super triste en vrai. Hein. Et je sais pas pourquoi vous rigolez. Et en gros, au XXe siècle, en 1938 et en 1963,
Il y a deux mathématiciens, Gödel et Cohen, qui ont montré séparément qu'on ne pouvait pas... Alors, ça va être compliqué. On ne peut pas prouver l'existence d'un tel ensemble et on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que la question de son existence est une question qu'en maths on appelle indécidable. C'est-à-dire que les maths, dans l'état actuel des choses, peuvent formuler la question. Je peux vous demander s'il y a un truc qui est entre n et r. Vu que j'ai donné un sens à tout. J'ai donné un sens à cette espèce de plus petit que, les bijections, etc. Donc je peux vous écrire, avec pas mal de symboles, est-ce qu'il existe un ensemble E qui est ici? Ok. Mais on a prouvé qu'on ne pouvait pas prouver qu'il existait ou qu'il n'existait pas. Donc ça, c'est un peu une révolution dans les maths du XXe siècle. C'est à ce moment-là que les mecs ont réussi à faire des preuves sur les preuves. Avant, on prouvait des choses, des résultats, etc. Au XXe siècle, les mecs se sont dit, bon, on va prouver que telle chose n'est pas prouvable. Et c'est un truc que je suis totalement incapable de vous faire là maintenant, et que je serai sûrement jamais incapable de faire dans ma vie. Mais ça existe, et c'est un truc qui est incroyable. L'édifice mathématique, il semble parfait. Quand on est au collège, quand on est au lycée, on nous fait croire que c'est incroyable et que tout a une réponse, que c'est blanc ou noir, etc. Bah, pas du tout. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse, mais pas de réponse, même pas au sens oui ou non. Enfin, on peut prouver qu'elles n'auront jamais de réponse et qu'on a beau chercher, etc., on n'aura pas de réponse. Donc l'édifice mathématique, il est par essence totalement imparfait. Et le même mathématicien Gödel a montré qu'en fait, quelles que soient les maths qu'on fera, il y aura toujours au moins une question qui posera problème de cette manière-là. C'est-à-dire que là, on en a trouvé une, qui s'appelle l'hypothèse du continu, mais donc un des matheux dont j'ai parlé a prouvé que quelles que soient les maths qu'on fait, où que ce soit sur la Terre, sur Mars ou dans 3000 ans, il y aura toujours des questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Donc je voudrais juste finir là-dessus, sur le fait que en maths, on se pose des questions, on essaie de les formuler, on essaie d'y répondre, mais on fait vraiment qu'essayer, parce qu'il y a des choses qui nous échappent totalement, dont la question de ce qu'il y a ici. Alors pourtant, ça fait pas très peur, quoi. C'est entre n qu'on connaît, r qu'on connaît, c'est pas ça. Ça, moi, je comprends plus. Mais ça, on comprend pas du tout. Voilà. C'est bon, c'est tout. Alors, non, c'est moi qui parle. Non, ah non, je voudrais juste que vous applaudissiez Vadim et Lucas ici, qui organisent. En gros, c'est eux qui organisent le séminaire. Nous, on fait juste, on vient 1h30, on parle. Eux, ils sont là tous les lundis soirs. Donc c'est cool, merci à eux. Ok. Bon, merci beaucoup. Ouais, je vais juste passer une petite feuille de présence parce que en fait, vous pouvez te poser des questions. Ah oui, par contre, oui, allez-y. Même après, si vous n'osez pas, enfin bref. Attends pour les questions. Et pendant les questions, je vais juste passer la feuille de présence. Vous pouvez juste écrire votre nom, votre prénom, ce que vous faites en ce moment, et si vous voulez recevoir des mails sur Maths pour tous pour les prochains exposés. Bon, il en reste plus. En gros, il reste un exposé la semaine prochaine sur Akinator. Je pense que vous connaissez tous Akinator, le site là sur internet où on pose des questions et ils trouvent rapidement. Ok. Donc, en gros, la question c'est pourquoi ils trouvent rapidement, et comment ils trouvent rapidement. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, bonne soirée. Ouais. 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 Alors, je vais répéter la question. La question c'est, on a montré que n était plus petit que r. N il est inclus dans r, donc on peut prendre r et lui enlever n. En gros, on peut considérer tous les nombres réels non entiers. C'est en gros ta question. Et où est-ce qu'il serait? En fait, il serait ici. Il serait ici. Alors, je pourrais te le prouver avec des calculs, mais je peux aussi te faire un dessin, ça marchera aussi bien. Si tu regardes... En gros, toi, ton ensemble, je vais le dessiner en couleur. Le R privé de n, en maths on dit ça comme ça, on dit privé 2. C'est donc tous les positifs, tous les négatifs. On a enlevé 0, on a enlevé 1, 2, enfin, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, je laisse des trous pour les entiers. Intuitivement, c'est pas compliqué de te convaincre, enfin, j'espère, que ça, c'est aussi un continu, si tu veux. C'est aussi
Parce que pourquoi? Parce que ton ensemble là, R privé de n, il contient 0, 1. Ok? Donc il est au moins aussi gros que 0, 1. Et 0, 1, on a vu que c'était là-dedans. Ok? Donc il est au moins vachement gros. Enfin, tu vois? Et comme il est plus petit que R, s'il est plus gros que R, plus petit que R, bah, il est égal à R. Toujours pareil en termes de nombre d'éléments. Ok? Du coup, c'est pareil avec les irrationnels. Oui. Mais c'est plus compliqué. Parce que j'ai pas parlé d'irrationnel. J'aurais pu, mais bon. Question de temps, quoi. Du coup c'est pareil. Les irrationnels, il y en a autant que les réels. Voilà. T'as une question? Bah toi, tu fais un exercice, tu montres que N2, c'est pareil que Q, et que du coup, si N2 c'est N, Q c'est N. Okay, bon. Q c'est l'irrationnel, hein, au cas où. C'est bon? Ouais. Ah, super question. P de n, tu poses la question de P de n. Donc déjà, tu as compris ce que c'était que P de n, c'est les parties des entiers. Du coup, par exemple, 0, 1, c'est une partie d'un entier. Tous les pairs, c'est un entier. Du coup, tes éléments, c'est des ensembles de n. Du genre, l'ensemble des pairs, ça devient un élément. Ok, bref. En fait, on peut montrer, et ça rejoint ta remarque tout à l'heure, on peut montrer que P de n, c'est égal à R. Moi, j'arrive vraiment pas avec ces symboles. Voilà, comme ça. Donc ça se montre, hein, comment te l'expliquer en... Ouais, je peux pas trop en 10 secondes. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est demandé quand... Hein? Il est forcément plus gros que n, ok. Par contre, il n'est pas plus petit que r, il n'est pas au milieu. Il répond pas à la question, en fait, si tu veux. Mais si tu veux, l'hypothèse du continu, ce qu'il y a entre n et r, c'est la même chose, en fait, à peu près, que la question qu'est-ce qu'il y a ici. Le théorème de Cantor, il te dit, tu pars d'un ensemble, tu fais P de cet ensemble, tu vas un petit peu plus gros. Mais tu as l'impression que tu fais un pas et qu'au milieu, il y a peut-être des trucs, quoi, tu vois. Et du coup, la question, c'est ce qu'il y a au milieu. Et en fait, on ne peut pas y répondre, donc c'est ce que je t'ai expliqué sur le fait que c'est indécidable. En fait, la question de savoir ce qu'il y a ici, c'est pareil que de savoir ce qu'il y a ici. C'est la même question, mais dit différemment et voilà. La 6. Est-ce qu'on a l'exemple d'un autre ensemble qui est plus grand que R, mais qui n'est pas construit, qui est parti de R? Ah, en gros, qui est autant de trucs que dans P de R, mais qui n'est pas construit avec des parties. Alors, autant de trucs que P de R, je sais pas, mais plus gros que R, il n'y a pas de souci. Okay, bon, comme t'es matheux, je te l'écris en mode maths. Si tu considères R puissance R, c'est beaucoup plus gros que R. Après, je sais pas en fait si c'est égal à P de R. J'en ai aucune idée en fait. Donc ça, c'est les fonctions de R de R, hein, pour ceux qui savent. Bon, si vous voulez qu'on fasse des maths, on fera tout à l'heure. Ouais. Les suites n puissance n. Alors les suites d'entiers, alors les suites de réels, c'est R. Et du coup, les suites d'entiers, c'est aussi R. Voilà. Donc les suites de réels, c'est ici. Voilà. Mais c'est bien, vous bossez pas ensemble et vous vous rendez compte, enfin, en fait, vous voyez que c'est quasiment tous les mêmes en fait, mais bon, c'est cool aussi, quoi. Alors, je suis pas sûr. Bon, en vrai, si vous avez d'autres trucs comme ça, venez me voir à la fin. Bonne soirée, merci pour ça.